Mais bonjour. Alors, Philippe Franier et moi-même, on représente Objectif Hypnose, qui est une association d'hypnothérapeutes de Suisse romande. Philippe Franier est président de cette association, et puis il exerce, il a un cabinet à Lausanne. Et donc, je renvoie la balle, Tony Fiore, qui est hypnothérapeute à Locle et qui est aussi très engagé dans cette association. Je prends la parole juste quelques minutes pour présenter l'association, même si ça vous intéresse moyennement, je ne vais pas me le faire parce que vous allez peut-être trouver ça quand même captivant. C'est une association qui est assez récente. Elle a été fondée il y a 3 ans seulement. Quand on considère que la première année, c'est des balbutiements, ça veut dire qu'on n'est pas actif depuis très longtemps. On peut dire 2 ans. Et on est déjà 67 hypnothérapeutes romans à avoir rejoint cette association. Qu'est-ce qui est si intéressant pour les hypnothérapeutes de nous rejoindre? C'est qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont formés en Suisse romande, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'hypnothérapeutes qui sortent des cabinets, etc. Et ils sont, après leurs études, seuls dans leur coin, dans leur cabinet, avec leurs clients. Et ce n'est pas toujours évident de travailler de cette manière-là. Donc on s'est dit, on va proposer une possibilité à ces gens de se réunir pour 2 objectifs de notre association. Le premier, offrir aux hypnothérapeutes d'abord de sortir de leur solitude, c'est sûr, mais également de se développer au niveau technique, de se déployer en tant que thérapeute. Bonjour, mesdames, je vous en prie. Il y a des places au fond, devant, si c'est égal. Et donc c'est une association très active. On se rencontre 10 fois par année, donc presque 1 fois par mois, pour travailler ensemble. Alors, évidemment, on a toujours les 67, hein, mais d'offrir la possibilité à ces thérapeutes de s'améliorer comme une formation continue, intervision, supervision, etc. Donc c'est quelque chose de très très intéressant pour les thérapeutes. Ensuite, pour vous, en quoi est-ce que ça vous concerne? C'est que le deuxième objectif de cette association, c'est de mieux faire connaître l'hypnose. C'est la raison pour laquelle nous avons un stand. On est au stand 35, je ne sais pas si vous nous avez déjà repéré. Sur ce stand 35, il y a donc d'autres hypnothérapeutes qui font partie de l'association, qui pourront répondre à vos questions. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, faire une dégustation hypnotique, puisqu'on offre sur le stand direct juste des petites expériences rapides, et un apéritif hypnotique. Et quand on dit rapide, ça ne veut pas dire que c'est sans effet. C'est très intéressant d'observer que même dans 10 minutes, un quart d'heure, il y a quelque chose qui bouge. Donc si vous avez envie, si vous êtes curieux, curieuse, d'expérimenter ça, évidemment si vous avez tous en même temps, vous pouvez prendre rendez-vous. Hein. Et les membres de l'association sont là cet après-midi et demain. Sur le stand de l'association, vous trouverez aussi un flyer avec une liste des membres qui vous permettra de repérer quels sont les hypnothérapeutes qui sont près de chez vous. C'est trié par numéro postal. Donc c'est assez facile de repérer dans votre région qui pratique l'hypnothérapie. Alors il y en a sans doute d'autres qui ne sont pas encore dans l'association, mais ça vous donne déjà une première indication. Voilà. Je vais laisser la parole à Tony, qui va vous présenter un peu les principes de l'hypnobase. Bon, alors l'hypnose, c'est assez répandu en ce moment. Hein. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'hypnose ou a vu des émissions. Il y a plusieurs types d'hypnose. Il y a l'hypnose-spectacle. L'hypnose-spectacle, eh bien, nous, on n'est pas forcément là-dedans parce que l'hypnose-spectacle est là pour intéresser ou amuser le public et n'apporte pas grand-chose à celui qui vit une expérience hypnotique. Par contre, après, il y a d'autres formes d'hypnose thérapeutique, et là, il y en a plusieurs. Il y a aussi de l'hypnose médicale, et puis dans l'hypnose thérapeutique, il y a plusieurs styles d'hypnose. Et il y a l'hypnose classique, et l'hypnose de type ericksonienne, ça fait beaucoup de types d'hypnose, si on veut bien. Mais, ça rejoint quand même une chose, un état hypnotique. L'état hypnotique, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire que de toute façon, cet état-là, on le connaît. On le vit tous, d'une manière inconsciente. Par exemple, si vous vous déplacez d'un endroit à un autre en voiture et que vous ne vous rappelez pas du trajet que vous avez fait, certainement que ça parle à tout le monde, eh bien, on est dans un état modifié de conscience. Parce qu'on a réussi à se déplacer d'un endroit à un autre sans faire d'accident, sans sortir de la route, sans créer un événement
catastrophique. Si vous êtes pris dans un film, que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous, vous êtes aussi dans un état modifié de conscience. Finalement, on y est presque tout le temps, mais à des degrés différents. Et l'hypnose, les bienfaits de l'hypnose sont reconnus depuis longtemps, mais maintenant, depuis quelques années quand même, ils sont mesurables avec un encéphalogramme. Philippe vous parlera après de ces ondes cérébrales qui se modifient en fonction de l'état dans lequel on est. Parce qu'il y a de l'état de transe léger, moyenne ou profonde. Après, on peut utiliser d'autres termes. En attendant, il y a des états qui sont très... La conscience est toujours là. C'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que vous êtes toujours conscient. Vous êtes simplement dans une autre forme de conscience. On est là, on n'est pas là en même temps. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de savoir que le cerveau est divisé en plusieurs parties, qu'on a la raison, le mental, le cortex, on a le cerveau limbique, avec des glandes, qui est le siège des émotions, qui est le siège du système immunitaire, et on a le cerveau reptilien, réflexe. L'hypnose, l'intérêt qu'il y a, c'est que toujours sous l'œil vigilant de la conscience, du mental, on va travailler dans le limbique, dans le siège des émotions et du système immunitaire. C'est pour ça qu'on a des résultats qui sont assez intéressants, entre autres, on en parlera après, dans les allergies, dans les phobies, dans toutes ces choses qu'on n'explique pas trop, finalement. Et puis l'état hypnotique, quand on le crée, nous, on appelle ça une induction hypnotique. Après, il y a peut-être d'autres termes, mais il y a une manière d'amener la personne dans cet état-là. On apprend à faire ça. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec nos sens. Parce que finalement, nos sens, c'est ce qui nous fait vivre. Et des fois, nos sens interprètent les choses d'une certaine manière et notre mental d'une autre. Ce qui peut créer des conflits, mais en tout cas des paradoxes, qui peut créer des problèmes. Et nous, avec l'hypnose, eh bien, c'est pas qu'on va amener les solutions, c'est simplement qu'on va aider la personne à se reconnecter à elle-même, afin qu'elle trouve ses ressources. Elle-même. C'est-à-dire que souvent, peut-être les gens ont l'impression qu'ils vont être manipulés ou qu'ils vont être, je ne sais pas quoi, par l'hypnose, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on lit avec une récolte d'informations qui viennent d'elle, on va lui renvoyer dans un état hypnotique pour qu'elle crée un pont entre son conscient et son inconscient. Et par là même, elle-même, trouver des solutions. Bonjour. Oui. Ce qui est intéressant, comme le dit Tony, ce qui est intéressant, c'est de vraiment prendre conscience que tout ce qui construit notre réalité, à chacun d'entre nous tous, passe par les 5 sens. Et puisqu'en fait, nos sens nous permettent de capter le monde extérieur, auditif, visuel, enfin voilà, vous les connaissez. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'à un moment donné, les sens qui ont été mis en action depuis la naissance, c'est que c'est qu'il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites depuis tout petit, hein, dès qu'on est, même intra-utérin, il y a déjà des expériences qui sont vécues. Et à travers des sens qui sont peut-être encore pas tout à fait développés, mais dès qu'on vient au monde, les sens s'éveillent, la vue s'installe, etc., l'ouïe, enfin des choses qui sont un peu plus précises, et qu'à travers ces sens, on va capter l'univers extérieur, le monde extérieur, ce qu'on appelle la réalité. Et si on y réfléchit bien, ça c'est très intéressant, c'est que cette réalité n'existe pas. J'adore dire ça. Elle n'existe pas en tant que telle. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète à peu près ces temps-ci. Je veux bien dire ces temps-ci. C'est qu'il y a 7 milliards de réalités. La vraie réalité, personne là. En fait, on perçoit le monde extérieur et il s'installe à l'intérieur de soi. On a tous un univers intérieur qui est au fait une représentation de l'extérieur à l'intérieur de soi. Et au fil du processus d'évolution depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et ça se poursuit, il y a des
comment dire ça, des croyances qui s'installent, des vérités, des choses qui nous paraissent vraies. Et quand il y a un truc qui est vrai pour moi, c'est clair que c'est vrai, jusqu'à ce que ça change. Il y a jusqu'à ce que le filtre mental change. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des expériences, il y a des filtres mentaux qui s'installent par rapport à des émotions, souvent liées à des émotions, et à la culture, à l'éducation, etc., qui fait qu'on va penser que c'est juste de percevoir le monde comme ça, ou que c'est faux de percevoir le monde comme ça. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand on en prend conscience, ça nous rend à la fois extrêmement tolérants envers les autres, mais extrêmement également tolérants envers soi. Ça, c'est un gros avantage. L'hypnose va jouer sur ces filtres mentaux. On ne va pas changer vos filtres mentaux sans vous demander la permission, parce qu'on ne peut pas entrer dans votre cerveau. En tant qu'hypnothérapeute, comme cela a été dit déjà, on a juste une technique pour vous permettre de rejoindre cet état de rêverie qui vous est personnel, éminemment personnel. Et dans cet état de rêverie, en connexion avec votre subconscient, vous avez à ce moment-là des possibilités de transformer les choses ou pas. Clairement, quand vous êtes dans cet état hypnotique, c'est plus votre conscient qui décide, c'est aussi votre inconscient. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que votre inconscient, c'est pas un alien, un squatter, c'est pas quelqu'un d'autre. Votre inconscient, c'est vous aussi. Et quand votre inconscient change quelque chose, c'est que vous changez quelque chose. C'est pas l'hypnothérapeute qui change. Lui, l'hypnothérapeute, il va guider, il va donner, si on veut, des possibilités au subconscient, avoir plus d'ouverture, plus de souplesse, plus de possibilités, plus de comment est-ce qu'on peut dire ça, plus d'espace pour pouvoir créer une situation un peu meilleure. Je crois qu'il faut que je m'explique un peu plus avec les émotions. Ça, c'est important. Comment fonctionne l'esprit humain? L'esprit humain est divisé en deux parties, tout le monde le sait, le conscient et l'inconscient. Jusque-là, tout va bien, on se repère. Hein? On va pouvoir préciser, pour mieux comprendre les choses, que l'inconscient est divisé lui-même en deux parties, donc deux parties inconscientes, ce qu'on appelle le subconscient et l'inconscient profond. Le conscient, c'est seulement 7% de l'activité neuronale. C'est très peu. Pourtant, on fait plein de trucs avec le conscient. On a l'impression d'en faire des tonnes. Imaginez toutes les autres tonnes que vous faites avec les 93% inconscients. C'est vous qui faites ça. C'est votre inconscient, c'est vous. Hein. D'accord ? Et donc, on va s'intéresser, l'hypnose va s'intéresser à ça. Le conscient, lui, il est logique, rationnel, analytique, il est linéaire, il fait un truc après l'autre. Si je vous demande de penser en même temps aux intonations de ma voix, plus en même temps du poids de votre corps sur le siège, plus en même temps de vérifier votre respiration, c'est juste pas possible consciemment. Il y a trop d'informations. 3, c'est déjà trop. 2, c'est beaucoup, pas trop longtemps. Le conscient fait une chose après l'autre. Ça le rend logique, ça le rend aussi assez lent. Quand on descend dans le subconscient, je dis descend, c'est pas pour rien, c'est vrai que c'est un peu profond. Le subconscient, c'est 25% de l'activité neuronale. Ça vous fait rire. Et c'est agréable. 25% de l'activité neuronale. Ok ? Et pour prendre un exemple, quand on rit, on ne se rend pas compte qu'on rit. On ne sait pas pourquoi on rit pas consciemment, on ne décide pas de rire. Il y a un truc qui monte. Voilà. Un truc qui monte, on va le voir tout de suite. Le subconscient, donc, très important, zone de l'être dans lequel s'installent les programmes répétitrices. Ensuite, je vais y revenir tout de suite. Ensuite, il y a l'inconscient profond, il reste, il calcule juste 68%, je triche un peu, j'ai déjà compté à vous. 68% de l'activité neuronale, inconscient profond. Qu'est-ce qui fait l'inconscient profond? Il vous tient en vie. C'est lui qui gère le corps. 100 000 milliards de cellules, un corps humain. 100 000 milliards de cellules, vous imaginez? Et dans chaque cellule, 100 000 milliards d'atomes. Et l'inconscient profond gère que tout ça tienne ensemble. Quand on boit un verre d'eau, ça ne coule pas partout. C'est énorme.
Hein? Alors, l'inconscient profond, lui, il crée le corps qui fonctionne bien, il crée la santé, mais des fois il crée la maladie aussi. Pourquoi il fait ça? Parce que l'inconscient profond va toujours s'aligner en cohérence avec ce qui se passe dans le subconscient. Et c'est là où ça nous intéresse. Avec l'hypnose, on va se mettre dans un état hypnotique, donc un état de fréquence d'onde cérébrale. C'est très facile. C'est très facile. Il suffit de se relaxer. Quand on se relaxe, la fréquence des ondes cérébrales descend. On arrive aux ondes. Alors, quand on est en éveil, on est en état bêta. Tout simplement bêta, on est éveillé. Et puis après, on descend dans les zones alpha. Peut-être vous connaissez la relaxation alpha. C'est plus très à la mode, mais c'était à la mode. Et puis après, on descend les ondes θ. Alors, la transe hypnotique, c'est dans cette zone entre l'éveil, bêta, et delta, le sommeil. Donc on est là-dedans. Ça veut dire une transe hypnotique, vous n'allez pas descendre. Boum! Au fond, être complètement out, puis vous n'entendez plus rien, puis ressortir de la transe. C'est pas comme ça. En hypnose thérapeutique, en tout cas, ça va faire des variations. Ça va faire des vagues. Ce qui est très intéressant, c'est que durant le cours de l'hypnose, il y a des moments où vous perdez conscience consciente, hein, vous avez pleine conscience inconsciente. C'est vrai. Et il y a des moments durant la transe hypnotique où votre conscience revient. Et ça, mon expérience, je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais mon expérience, c'est d'observer que quand ça se passe, c'est comme le conscient qui vous donne une information. Mais il y a des trucs qui gardent secret. Je préfère garder secret. Parce que le conscient est là pour vous protéger. Le subconscient est là pour vous protéger. Il crée les programmes qui vous protègent. Comment fonctionne le subconscient? Je vais te laisser la parole tout de suite. Le subconscient, il va donc chercher à nous protéger tout le temps. C'est son rôle, c'est notre protecteur. D'accord? Comment il va faire ça? Comment il peut nous protéger? Il va d'abord garantir notre survie. Puis après, quand tout va bien, quand on est tranquille, alors là, il active une amélioration de vie. Mais il faut d'abord régler la survie, c'est-à-dire être en sécurité. Hein? Comment il fait ça? En fait, dans le subconscient, on trouve deux choses. Les mémoires longues, très longues, petite enfance, intra-etc., même précédant cette vie. Alors là, après, il y a toutes les théories sur la réincarnation, ou peut-être les mémoires cellulaires, ou peut-être la perception d'énergie. Bref, on va entrer dans ce débat transgénérationnel, etc. Et là, il y a des croyances, on ne peut rien prouver, on s'en fout. Mais on observe que quand on fait des régressions hypnotiques, on a contact des fois des souvenirs qui sont... On ne sait pas d'où ça vient, c'est pas de cette vie-là. Ok, peu importe. Dans le subconscient, il y a des mémoires, parfois très anciennes. Et la chose importante, la deuxième chose importante que le subconscient utilise, c'est les émotions. Il y a 4 émotions universelles qui existent. 4, pas plus. Peur, colère, tristesse, dégoût. C'est des émotions qu'on a à la naissance. Et la joie. Alors, ça c'est les 4 émotions négatives. Après, il y a 2 émotions positives, tout à fait équitable, c'est rien. C'est la curiosité et la joie. Curiosité et joie. Quand on dit que la curiosité est un mauvais défaut, c'est absolument pas vrai. Curiosité et la joie. Mais comme le subconscient est là en priorité pour nous protéger, il va surtout utiliser les émotions négatives qui vont se coller sur des événements traumatisants. Chaque fois que vous vivez un événement pénible, pas forcément un truc hyper grave, mais pénible, dans la petite enfance souvent, ça commence là, avec une émotion, donc peut-être la colère, peut-être l'abandon qui vous rend triste, enfin peu importe, l'émotion va se coller sur le souvenir, et le souvenir va donc, à partir de ce moment-là, être susceptible d'être restimulé. La fois suivante, où vous allez ressentir ou vivre le même type de situation, l'émotion va se réveiller, voilà, et le souvenir suivant vient se coller. Et avec les années, ça fait des piles. C'est pour ça qu'avec le temps, ça a tendance à s'arranger. Ça devient de plus en plus lourd, si on fait rien. Et donc, le subconscient nous protège comme ça. Il va édicter au moyen des émotions, des souvenirs pénibles, et il va faire 2 choses. Il va mettre en place une stratégie d'évitement.
on en parlera un peu, tu en parleras plus loin, ça peut être une phobie, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe Parce qu'il fait un amalgame de Voilà. situations différentes. Euh, Une ressource, ouais. une ressource qui n'est pas adaptée, elle empêche qu'il Un symptôme. il y ait un symptôme. Un symptôme. Alors, le symptôme, en fait, c'est le Résultat. C'est le problème. C'est le hein. problème. On a un problème, et puis on se dit, il faut que je règle ce problème. C'est Mais bon, le problème, en fait, n'est pas un problème. Le problème, pour le subconscient, c'est une solution. Ouais. Hein. Quelqu'un qui est phobique des ascenseurs, eh ben, il va juste prendre l'escalier, c'est tout. Où est le problème? Il va prendre l'escalier puisqu'il a peur des ascenseurs. Donc le problème, c'est pas tellement la peur. Le problème, c'est que la peur est fondée sur un événement traumatisant de l'enfance, hein, ou dans l'enfance ou pas, mais souvent c'est dans l'enfance. Peut-être enfermé par ses petits copains, frères et sœurs, dans une armoire quand il était petit, des trucs complètement oubliés, avec un inconfort dans les lieux exigus, que s'il y a des gens qui sont un peu claustro ici, vont comprendre tout à fait de quoi je parle. Et puis à partir de là, on ne prend plus l'ascenseur, on a peur des ascenseurs, une phobie des ascenseurs. Et on croit que le problème, c'est les ascenseurs. Mais en fait, le problème, il est caché, la racine, elle est cachée dans l'enfance, c'est une de ces 4 émotions collées sur une situation. L'hypnose va permettre au subconscient de remettre à jour le programme pour trouver une meilleure solution à la sécurité, en fait. Qu'est-ce que cherche cette personne? La sécurité. La sécurité, le lien, etc. Des choses fondamentales. Et souvent, les gens viennent nous consulter en disant « j'ai plein de problèmes. Je dors mal, je suis inquiet, j'ai du stress, j'ai des problèmes relationnels ici et là. » Comme s'il y avait plein de problèmes. En réalité, très très souvent, pas dire tout le temps, il y a un problème. On a un problème profond, au fond. Et les différents problèmes sont des expressions différentes de ce monde. Plus le problème est profond, plus il a tendance à s'exprimer de manière multiple. Si on peut rentrer d'ailleurs par n'importe quel bout, comme si on voulait rejoindre les racines d'un arbre, on pourrait rentrer par n'importe quelle branche et puis remonter le courant de la sève. Toutes les branches amènent à la racine. Et souvent les gens viennent pour régler un problème, il y a un truc qui émerge, une pointe d'iceberg comme ça qui émerge. On rentre là, c'est égal où on rentre. Parce qu'on sait que si on suit le courant jusqu'au bout, on va trouver la racine. Et comme le subconscient n'est pas logique, il est analogique, les analogies avec plein de choses, il n'est pas linéaire, il est tridimensionnel. Quand il règle un problème, il en profite de régler d'autres problèmes qui sont là. C'est pour ça que c'est de la thérapie brève. Filtre mental, notre perception du monde qui devient notre monde intérieur. La réalité extérieure, comment je la vois, qui prend corps à l'intérieur de moi, et les émotions qui viennent se coller là-dessus. Je dis encore un petit mot à propos des pensées, ça va? Tu me coupes, hein? Non, je suis un peu bavard, mais vous savez, l'hypnothérapie, c'est un métier de bavard. Moi, j'ai 5 clients par jour, à peu près, puis les séances durent une heure, donc je parle pendant 5 heures par jour. Et quand je sors de séance, je continue de parler. Mais c'est intéressant, parce que quand j'étais petit, j'étais tellement timide que je ne parlais pas. J'avais vraiment la réputation d'être quelqu'un qui avait une très bonne écoute, parce que je n'osais pas parler. Donc, on voit en public. Donc, voyez comment les choses peuvent évoluer, comment une réalité, à un moment donné, peut être complètement différente à un autre moment. Et ça, c'est l'hypnose. Alors, la vie fait ça, hein. Même si vous faites 0 thérapie, vous évoluez. Maintenant, les thérapies vous aident à aller plus vite. Un petit mot à propos des pensées, parce que ça, c'est intéressant. Les pensées, super intéressant. On a tous des pensées. Enfin, on croit qu'on a des pensées. C'est vous qui pensez? Est-ce que c'est vous qui pensez? Ou est-ce que la pensée pense toute seule? C'est mental. Cette phrase, je la tire d'un des formateurs que j'ai suivi et qui m'a beaucoup inspiré, Frédéric Vincent, qui lui la reprend aussi de philosophie très ancienne orientale. La pensée n'est pas nous.
Si c'était moi qui pensais, je serais quand même pas assez crétin pour me faire des mauvaises pensées. Je ferais que des bonnes pensées. Mais je suis traversé par des pensées que je ne contrôle pas. Évidemment, c'est mes pensées au sens où elles sont à l'intérieur de moi. Mais ce n'est pas moi qui pense. Je ne maîtrise pas. 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Il y a des gens qui n'avaient rien d'autre à faire que de compter ça. Ils ont mis des électrodes, tout ça. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais c'est des courageux quand même. Bon, 60 000 pensées par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 tiers, c'est-à-dire 40 000 pensées chaque jour, sont les mêmes chaque jour. Les mêmes chaque jour. Et les 20 000 qui restent, parce que vous allez dans des lieux que vous ne connaissez pas, par exemple, vous venez ici, puis vous avez des pensées, mais c'est où cette salle Uranus? Évidemment, ça c'est une pensée unique, il n'y a qu'une fois. D'accord? Mais il y a 40 000 pensées par jour qui se répètent, redondantes. Et donc, ces pensées qui sont là nous hypnotisent. On est hypnotisé par nos pensées. On est hypnotisé par notre problème. Vous êtes hypnotisé par le problème. Donc vous êtes déjà hypnotisé. Donc quand vous venez chez l'hypnothérapeute, croyons vous faire hypnotiser. En fait, vous venez vous faire déshypnotiser de votre monde. C'est ça. Pour vous faire hypnotiser par une solution. Voilà, ça c'est cool. Je te laisse poursuivre un peu. Bon. Tu m'as si bien. Alors, les possibilités qu'on a, elles sont énormes. Elles ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire qu'avec ce type de thérapie, on peut travailler sur plein de domaines. Sur les peurs, sur les phobies, sur les anxiétés, l'angoisse, mais sur les douleurs, comme on peut le voir maintenant, sur l'anesthésie, sur des craintes qu'on ne comprend pas, des pensées, parce que les pensées, comme il le dit, Philippe, vu qu'il y en a 40 000, elles ne sont pas toujours là, tout en permanence, elles tournent. Du coup, si elles viennent qu'elles repartent, elles pourraient très bien partir et puis parvenir. Surtout si elles ne sont pas agréables. Et là, ça peut nous aider à faire ça. On peut traiter une quantité de choses, les problèmes d'endormissement, les addictions, les habitudes néfastes, les tocs, les tics, tout. Il n'y a pas tout ce qui n'est pas, disons, mais même ce qui est consciemment là, on peut aussi le transformer. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses que Philippe a dites, elles ont créé une empreinte dans notre cerveau. C'est là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de la transformer. Ce qu'on va essayer de faire, c'est amener une solution qui était une solution à la base du problème. Hein, parce que ce problème, comme l'a dit Philippe, c'est un moyen de vivre, un moyen de survivre ou de résister à quelque chose qui nous encombrait quand on était petit ou moins petit. Mais à un moment donné de notre vie, c'est vraiment problématique. Et là, on a envie de s'en occuper. Comme l'a dit Philippe, quand on a la phobie de l'ascenseur, on ne prend pas l'ascenseur. Mais si maintenant ça commence d'être handicapant de ne pas prendre l'ascenseur, ou de ne pas prendre les tunnels, ou de ne pas prendre je ne sais pas quoi, parce que les phobies là aussi, hein, il y en a une multitude sans nom, et bien là, la personne a décidé de faire quelque chose. Et puis en faisant quelque chose, il ne faut pas oublier que la phobie de l'ascenseur, comme l'a dit Philippe, c'est le symptôme. Et la structure, elle peut avoir plusieurs causes. Et l'hypnose ne s'occupe pas du symptôme, elle s'occupe de la structure. Et c'est pour ça que ce n'est pas si évident tout le temps de trouver la solution du premier coup. Parce qu'il faut créer un lien avec le patient. Parce que dans l'hypnose hyperexonienne, en pratique, c'est pas une hypnose classique autoritaire. C'est une hypnose permissive. C'est une hypnose où l'hypnothérapeute et le client, quand je viens de dire ça, ils dansent. Pas l'hypnothérapeute, puis le patient qu'on va commencer à lui dire ce qu'il doit faire. Non, on communique. Et puis à travers cette communication qu'on va créer, consciemment et inconsciemment, le patient, lui, le client, va communiquer entre son conscient et son inconscient, sans s'en rendre compte. Il communique inconsciemment. Et si on a fait des récoltes d'informations qui lui parlent, eh bien à ce moment-là, il crée du changement. Parce qu'il se rendra compte qu'à ce moment-là, le problème, ce n'est pas un. Il n'y a pas de raison qu'il soit là. Les allergies, c'est quand même un truc qui est
qui est compliqué. Parce que c'est le système immunitaire qui réagit contre quelque chose qui ne l'attaque pas. Donc c'est une réaction surdimensionnée. On pourrait dire que c'est une phobie du système immunitaire. C'est une réaction exagérée par rapport à un problème qu'il n'y a pas. Et là, souvent, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens qui viennent, parfois, croient qu'ils vont venir chercher une solution chez le thérapeute, mais en réalité, elle est chez eux, cette solution. Et ils le savent, et des fois, ils le savent. Quand ils viennent avec des pensées, ouais, mais j'aimerais bien changer ça, mais j'y arrive pas. Eh bien, non, on va créer ce lien. On va essayer de créer ce lien. D'abord avec la personne, puis ensuite elle avec elle. Parce qu'on est nos propres thérapeutes, quelque part. Nous, on va aider les gens à se soigner, mais c'est eux qui vont se guérir. Et l'intérêt de ces techniques-là, c'est qu'elles n'ont aucun effet secondaire. Contrairement aux médicaments, qui sont parfois un pansement sur une plaie. Mais on ne va pas soigner la profondeur de la plaie. On va juste la panser. Et nous, en s'occupant des structures de cette plaie, eh bien, on peut imaginer que le corps lui-même, avec l'esprit, va créer le changement. Tout seul. Sans qu'on en ait conscience. Parce que comme l'a dit Philippe aussi, l'inconscient, il fait tellement de choses en même temps que si on en avait conscience, eh bien, on ne pourrait rien faire du tout d'autre que rester assis finalement. On ne pourrait même pas marcher. Pas simplement le fait de faire ça, j'utilise 180 muscles. Qui est-ce qui s'en rend compte? Personne. Personne ne se rend compte de ça. Parce que c'est parce que tu es très musclé. Hein. Ouais, voilà. Et puis je ne pas avant parce que je ne comprends pas. Non, mais si vous voulez bien, quand on est libre, c'est cette connexion qui ne se fait plus directement. La connexion entre le corps, donc les réflexes, ça, et le cerveau, il n'y a plus. Il y a moins. Donc, dans tous les sens. Tu permets que je rajoute quelque chose? Oui, vas-y. On part sur d'autres trucs, parce que tu as dit quelque chose qui m'a vraiment... sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est que, en fait, avec l'hypnose, on va travailler sur la structure et pas sur l'événement. Oui, c'est ça. Pas sur le symptôme, pas sur l'événement, mais sur la structure. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? C'est peut-être un peu abstrait pour vous, la structure mentale. Comment ça se construit, en fait? En fait, nous, on s'intéresse, enfin, nous, les hypnothérapeutes, l'hypnose, depuis le temps qu'elle existe, s'intéresse à, en fait, comment s'y prend le subconscient pour maintenir dans le présent un truc qui n'existe plus depuis longtemps. Comment il fait? Et il va utiliser l'essence interne. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une pensée, vous allez avoir peut-être une image, vous aurez peut-être même une odeur, un goût, une sensation physique. Et ça va être dans un ordre particulier et dans une intensité particulière pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure. S'il y a des pensées, est-ce qu'elles sont plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt à l'extérieur de vous, plutôt à l'intérieur? Est-ce que ça tourne comme ça? Ou est-ce que ça tourne comme ça? Ou est-ce que ça tourne comme ça? C'est chez chacun différent. Et ça, c'est la structure. Si vous avez une image, est-ce qu'elle est plutôt nette, plutôt floue, plutôt loin, plutôt proche, etc. Ça, c'est la structure. Et quand on aborde une problématique avec quelqu'un en hypnose, on va agir sur cette structure. Et pas sur l'événement. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on n'a même pas besoin, nous, thérapeutes, de savoir sur quoi on travaille. Vous pourriez venir vers moi. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Bien sûr. Qui vous voulez, bien sûr. Non, si je dis vers moi, tu vas comprendre pourquoi. Parce que j'ai une spécialisation en sexologie. C'est à ça que je pensais. Ah oui. Et par rapport à la sexologie, tu fais aussi. Oui. Par rapport à une problématique un petit peu gênante, enfin qui peut être intime, comme ça subtile, délicate, c'est quand même très intéressant de pouvoir intervenir sans avoir à raconter sa vie intime. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'on ne travaille pas sur les mots. On n'a pas besoin de savoir, de dire... Alors, des fois, on a besoin quand même d'infos pour savoir quel mot utiliser. Hein. Donc on prend des infos. Mais il n'y a pas besoin de raconter un traumatisme. Enfin, on n'a pas besoin de partir comme ça à réveiller des choses désagréables. Et on peut travailler carrément
sur des choix, on ne sait pas du tout de quoi on va. Ouais, c'est pas du tout de la psychothérapie en réalité. C'est ça. Je te laisse continuer avec les possibilités, et puis il y a peut-être des questions aussi qui peuvent surgir, bien sûr. Bon, les possibilités, c'est surtout, comme l'a dit Philippe, c'est que chacun vit vraiment les trucs à sa manière. C'est-à-dire que le même problème, le même symptôme, il sera conçu différemment d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on utilise rarement des protocoles. On va essayer de s'adapter à la personne, essayer de comprendre comment elle fonctionne, elle, à travers ses 5 sens, pour créer le changement. Parce que si on va y aller avec ce qu'on croit savoir, mais qu'on n'a pas récolté l'info, il y a de fortes chances qu'on peut créer des états hypnotiques, c'est pas un problème ça. Est-ce qu'il aura un effet? On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout de toute façon, parce que ce sera la personne qui vivra ce qu'elle a à vivre. Mais ce qu'on peut aussi savoir, c'est qu'à travers ce qu'a dit Philippe, c'était que les problèmes, souvent, qui étaient des solutions à notre niveau, elles viennent du passé qui n'est plus là. Et puis des fois, on se fait du souci pour un futur qui n'est pas là non plus. Donc on fait un amalgame entre le passé et le futur, puis on ne s'occupe surtout pas d'une chose très importante, c'est le présent. Et finalement, c'est dans ce présent qu'on va pouvoir créer un événement qui va changer. Comme dans l'angoisse du futur, on peut transformer cette sensation, on peut imaginer la changer, mais dans le présent, dans l'ici et maintenant. Pas dans on peut faire une projection sur le futur qui va devenir le présent. Mais c'est dans notre corps et dans notre esprit qu'on peut le changer. C'est pas ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans l'ailleurs. Super bien. Il y a quelque chose aussi de très important pour rebondir là-dessus, c'est que l'inconscient, le subconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Forcément, ça va avec ce que je disais au tout début. La réalité extérieure, elle n'existe pas vraiment. Elle existe à partir du moment où vous la captez. Donc, et vous allez la réagencer à votre manière d'après les filtres mentaux qui se sont installés dans votre cursus, dans le processus de votre existence. Donc, ce qui est à l'intérieur de vous est la réalité pour vous. Si vous vous dites « je suis timide », tout votre système va s'aligner sur cette croyance, parce que c'est votre réalité. Et c'était ma réalité quand j'étais enfant. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ma réalité. Et c'est aussi agréable. Mais peu importe, c'est ma réalité d'aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que on va pouvoir, grâce à l'état hypnotique, grâce à cette détente qui va nous relier à l'intérieur de soi, ça va être comme une connexion à la réalité intérieure, parce que avec l'induction hypnotique, donc la mise en transe, le conscient il va un petit peu décrocher, pas forcément en entier, hein, c'est égal, il va décrocher un peu, c'est-à-dire il va faire la place au subconscient qui va pouvoir s'ébattre dans les espaces intérieurs, et donc tout ce qui est vécu comme expérience dans cet espace intérieur, que ce soit, enfin ça va être forcément imaginaire, sauf que ça va être intégré comme une réalité. Et si vous êtes dans un état de connexion à vous-même profond, enfin peu importe profond, mais en tout cas bien connecté à vous-même, et que vous imaginez que vous êtes parfaitement bien dans votre peau, enfin que votre objectif est atteint, ça peut être tout et n'importe quoi d'ailleurs, et bien ça devient une réalité. Vous l'avez vécu, c'est comme une expérience vécue. Et ce qu'on vit dans l'état hypnotique, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus puissant qu'une expérience vécue par le cerveau conscient, une expérience réelle. Un état de veille. Un état de veille. C'est juste ce que j'ai dit. Ouais. En tout cas, donc les possibilités effectivement sont énormes. Toi, tu pourrais parler par exemple un peu de performance. ah oui, par exemple, on a parlé de beaucoup de problèmes, mais on a aussi, on peut aussi travailler sur des performances, on augmente nos performances intellectuelles ou physiques. On peut travailler sur la créativité, on peut travailler
sur l'élimination du trac face à des examens, pour le permis de conduire. On n'est pas forcé de travailler que sur des problématiques physiques ou intérieures. On peut aussi travailler sur quelque chose de mieux. Moi, je suis coach sportif aussi, je m'occupe de sportifs de combat. Eh bien, là, la confiance en soi, on va y revenir après, est extrêmement importante. Et qui peut dire qu'il a confiance en lui dans tous les domaines? Et des fois, moi ça va. Des fois, on oublie, quand quelqu'un dit ouais, j'ai pas confiance du tout en moi, il oublie que si on commence à discuter avec lui, il y a bien des domaines où en réalité il a confiance en lui. Seulement, il n'a tellement pas confiance en lui dans certains domaines que ça camoufle ceux où il a confiance en lui. Et dans les performances sportives, ben, c'est une croyance qu'on va essayer de changer. Celle qui ne peut pas arriver mieux. Ou qu'il est bloqué par rapport à un combattant ou à un événement quelconque. Un match de tennis, on peut utiliser l'hypnose pour une équipe de foot qui n'est pas soudée, pour créer de la cohésion. Et puis là, alors comment on fait? On utilisera des métaphores, on utilisera plein d'outils. Et ce qui est bien, ce que je me suis rendu compte qui était bien, c'est que souvent, celui qui s'occupe de l'entraînement mental, on va dire, ce ne soit pas, ou l'entraînement de l'esprit, parce que ce n'est pas que le mental. Parce que là aussi, j'utilisais un mauvais terme. Quand je ne faisais pas d'hypnose, j'utilisais le mental. Mais le mental, c'est une partie du cerveau. Et on travaille avec l'esprit, qui rejoint, qui allie le conscient et l'inconscient, le subconscient, bref, c'est l'esprit. Et on travaille sur l'esprit dans les performances aussi. Et c'est-à-dire que ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans une équipe qui n'arriverait pas à atteindre les objectifs, ou un athlète ou un sportif, ce serait plus intéressant que ce ne soit pas le coach qui s'occupe de cette partie-là. Parce que lui, il a l'approche physique du problème, mais il n'a pas la notion psychique. Et s'il fait un amalgame entre les deux, c'est pas sûr qu'il va faire des suppositions. Donc je trouve que c'est mieux d'avoir un gars qui fait l'entraînement mental, tout simplement. Et pour le trac, les examens, ça vient aussi, la structure de ceci, pour l'activité, il y a certainement des éléments passés, mais qu'on n'en a plus conscience. Parce qu'on ne se rappelle pas de tout, mais c'est dans la mémoire à long terme. Et là, ben, on modifie ça. Donc il faut aussi savoir que c'est aussi utile pour des choses qui sont intéressantes, l'apprentissage d'une langue, plus rapide. Des études. Des études. Un problème de concentration. C'est vraiment bon. C'est vraiment super, indispensable de tester. Ok, mais c'est très bien. C'est bien, on termine un petit peu ce très rapide parcours généraliste par la confiance. Hein, c'est un peu ça. Finalement, c'est ce qu'on cherche tous. C'est ce qu'on a tous besoin de développer de plus en plus. Et puis je faisais un petit peu le mariole en disant moi ça va, mais bon, c'est des endroits où ça peut être amélioré. Et ce qui est intéressant, je suis loin d'être parfait, voilà, juste un petit peu. Mais ce qui est extraordinaire avec ce genre d'approche, c'est que d'abord on règle les problèmes. Ça c'est vraiment super, déjà rien que ça c'est génial, mais c'est déjà énorme. Quand on a un problème, on se dit mais c'est déjà incroyable. Mais on se rend compte que quand les problèmes sont réglés et que ça va bien, eh ben, on peut encore aller mieux. Parce qu'on peut optimiser. Et ça, c'est une chose qu'on oublie dans les thérapies. Souvent, on va vers les thérapies parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On souffre, on se sent perdu, etc. Et donc, c'est ce qui nous amène aux thérapies. Merci les problèmes. Merci les problèmes. Parce que c'est les problèmes qui nous poussent à aller vers soi-même. Et quand on a réglé les problèmes, on se trouve. Et quand on se trouve, on a envie d'aller plus loin. Et là, je rebondis sur ce que tu disais à propos d'esprit. Alors, je ne sais même pas si on est d'accord là-dessus, et je voulais vraiment juste mon sentiment. Je vous ai parlé du conscient, du subconscient, de l'inconscient profond. À mon avis, tout ça forme le mental. C'est dans le corps. Ça a à voir avec les neurones. Les neurones ne sont pas tous dans le cerveau. On en a dans le cœur, on en a ailleurs dans le corps. Donc, c'est vraiment relatif à l'identité. Hein? Philippe qui est là, devant vous. Mais à mon avis, et ça c'est quelque chose qu'on peut capter quand on fait de l'hypnose ou de la méditation ou d'autres choses, il y a comme une supraconscience. J'aime bien l'appeler comme ça, mais on pourrait parler de l'âme ou d'autres, on pourrait mettre d'autres mots. Mais il y a quelque chose vraiment qui est plus grand, et qui est beaucoup trop grand et beaucoup trop libre pour entrer dans un corps.
mais qui s'exprime à travers le corps, qui s'exprime à travers l'identité, mais qui est en dehors de l'identité. Et quand on fait de l'hypnose un peu profonde, très souvent, on trouve la porte qui mène à ça. Tout d'un coup, à force d'entrer au cœur de soi, tout d'un coup, ça fait boum. Et puis, il y a plein d'espace. Et comme c'est quelque chose qui m'est cher, j'avais juste envie de le dire. Donc, maintenant, il nous reste quelques minutes, 5 minutes environ. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a été trop clair. Oui. Ça n'a pas toujours un thérapeute sous la main. Est-ce qu'on peut arriver au même résultat avec l'auto-hypnose selon cette thème? Alors, l'auto-hypnose, il faut juste clarifier un truc, c'est que sur YouTube ou comme ça sur Internet, on vous vend des audios d'hypnose en vous disant que c'est de l'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose, c'est vraiment un truc que vous faites sur vous-même. Si vous écoutez un audio, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose par audio. Donc vous êtes guidé par une voix. Maintenant, si vous êtes formé à l'auto-hypnose, parce que vous avez fait un cours, il y a pas mal d'hypnothérapeutes qui donnent des cours d'auto-hypnose. Moi, j'en donne sur Lausanne, il y a Sylvie sur Neuchâtel, enfin, il y a plusieurs hypnothérapeutes qui organisent des types de cours de découverte d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est génial pour améliorer sa vie. Par contre, ça ne suffira pas pour régler des traumas profonds. Parce que c'est vous qui les avez mis en place, même si c'est inconscient. C'est vous qui les avez mis en place, c'est vous qui les avez verrouillés pour vous protéger. Donc ce n'est pas vous tout seul qui allez pouvoir démonter ce truc-là. Là, on a besoin vraiment d'un thérapeute formé, bien sûr, qui sait ce qu'il fait, pour vous guider et pour amener son énergie. Parce que ce n'est pas juste du mental. Et ça va bien avec ce que je disais à propos de la supraconscience. Il y a des énergies. Quand on est en communication avec quelqu'un, mon énergie entre dans l'autre par ma pensée. Je peux pas avoir ses pensées, hein, bien sûr. Je n'entre pas dans son cerveau. Ou inversement. On est en interaction. Et cette interaction d'énergie est importante pour pouvoir changer des trucs profonds. Par contre, l'auto-hypnose, alors génial pour s'améliorer le quotidien. Voilà, clairement. Super. La pensée positive et tout ça. Autre chose? Pour rebondir sur la pensée positive, d'ailleurs, en parenthèse, parce qu'on entend beaucoup parler de pensée positive, c'est mon avis, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on a appris, après on a notre interprétation des choses. Ce qui fait qu'il y a autant de différences entre un thérapeute et un autre. La pensée positive est très utile, mais il faut quand même s'occuper de peut-être déraciner les pensées négatives, et non pas de les écraser. Parce que si on les écrase, ça va être qu'un temps que ça va rester, ces pensées positives. Le négatif va certainement monter. Par contre, si on l'éradique, eh bien là, il y a de l'espace pour mettre du mieux. Quelque chose de plus intéressant. Et puis, dans l'auto-hypnose, c'est vrai, vu que si on fait de la vraie auto-hypnose, on crée un état hypnotique où on va pouvoir communiquer avec notre inconscient, mais on ne va pas pouvoir aller profond, où le conscient par moment décroche, justement. Quand on est proche des ondes delta, quand on est dans les theta, le conscient est là, mais il n'est pas vraiment là. Et lui, du coup, là, ça va être plus compliqué de travailler tout seul. Et en plus, si les problèmes sont profonds et bien incrustés, si on n'a pas un guide, c'est comme si on part faire l'Everest tout seul. On va se perdre. Tout d'un coup. C'est pas sûr, mais Tout on va jamais redescendre. Ok, Ou monter. je ne sais pas si tu es d'accord, on arrive au bout, hein, parce qu'après la conférence suivante, j'avais juste envie de vous donner 2 petites astuces, genre trucs que vous pouvez faire facilement, ou pas, enfin voilà, ça vous amuse ou non. Déraciner les pensées négatives. C'est pas toujours, on ne sait pas comment s'y prendre. Hein. Ok, vous pouvez faire un exercice de visualisation tout simple. Imaginez votre pensée négative qui se dépose dans votre main. Imaginez que cette pensée négative se transforme en bulle de savon. Imaginez-le, créez-le à votre manière. Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui ne vont pas voir. Il n'y a pas besoin de faire une hallucination. Hein. C'est juste faire une représentation personnelle de votre pensée négative qui se transforme en bulle de savon. Et ça marche. Parce que c'est votre structure mentale qui fait le reste. Oui, parce qu'il ne faut pas s'identifier au problème. Ils habitent juste un moment chez les squats. Ils sont en visite dans votre hôtel intérieur. Il faut leur donner leur débit.
Deuxième astuce, tu permets, on termine là-dessus. Deuxième astuce, vos pensées positives, vos projets, vos rêves, les trucs que vraiment vous auriez à cœur. Ça peut être n'importe quoi, rencontrer l'amour de votre vie, ça peut être réussir un projet, ça peut être faire un voyage, ça peut être juste être bien centré, être intègre ou être audacieux, ça peut être n'importe quoi. Vous l'écrivez sur un papier. Attention, en positif. Vous n'écrivez pas « je veux plus être timide ». Non, parce que l'inconscient ne traite pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une voiture bleue, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a pensé à une voiture bleue avant de mettre une croix dessus. Donc vous ne dites pas je veux plus être timide, vous créez la timidité. Vous dites je veux être confiant ou audacieux. Je veux être confiant, ça marche tout le temps. Et ça applique sur tout. Vous mettez ça, je suis confiant. Pas je veux être confiant parce que vous portez ça dans le futur. Je suis confiant. Vous le dites comme une affirmation. Écrivez sur un petit papier. Glissez sous l'oreiller, vous dormez dessus pendant au moins 3 semaines. Mais ça peut aussi durer 3 mois. Mais faites confiance. Chaque fois que vous endormez, vous allez toucher votre petit papier. Pour de leur livre, vous connaissez. Juste touchez le petit papier et vous endormez. Je m'endors comme un bébé. Si vous avez des troubles de sommeil, mettez ça sous l'oreille. C'est une demande subliminale à votre subconscient. Votre subconscient est là pour vous protéger. Il va tout faire pour que ça se réalise. Ouais, parce qu'il a envie. Il faut comprendre. C'est 2 petites astuces. Ok. Merci pour votre attention. Vous retrouvez Objectif Hypnose, donc notre association. On est un peu mauvais parce qu'on n'a même pas pris de flyer. Voilà, on n'arrive pas les cartes visite, on est parti sur rien. Donc vous allez trouver tout ça sur le stand 35. Vous forcez à y aller. Merci beaucoup. Merci. Bonne organisation. C'est une bonne organisation.